d'être là et de suivre avec beaucoup d'intérêt cette autre livraison d'appels sur le continent. Édition de ce 22 décembre de l'an de grâce 2022. Au sommaire, on l'a dit, de cette autre édition, nous revenons donc pour analyser de fond en comble cette sortie accordée par le Premier ministre burkinabé à la RT France Radio, la Russian Today, du côté donc de la Russie. L'a tenu d'ailleurs à revenir autour de ce rapprochement entre son pays et le gouvernement de Russie dans la coopération militaire avec notamment ce pays qui est visiblement le partenaire stratégique privilégié en termes de sécurité pour les gouvernements africains qui sont en proie à des véritables mouvements terroristes et autres djihadistes qui sèment désolation, mort et autres faits en tout cas du genre au quotidien. Nous faisons le point autour de cette information avec notamment nos invités qui nous ont rejoint. Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Merci que d'être là, Gamal. Bonsoir. Bonsoir et merci encore pour l'invitation. Juste à votre droite, le général Issa Diarra, très cher ami, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir à vous, mon cher Fabrice Doum, bonsoir à Gamal Abina, bonsoir à toute l'Afrique qui est en train de se libérer. Nous saluons le Cameroun évidemment pour cette chaîne de télévision. Nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce mois précis et je vous dis merci pour cette invitation. Nestor nous retrouvera dans un court moment. Très cher monsieur, écoutons avec beaucoup d'intérêt cette sortie du Premier ministre Apollinaire qui revenait sur ce rapprochement entre son pays et la Fédération de Russie. C'était avec le concours de nos amis de RT France. Nous l'écoutons. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bienvenue en Russie. Ma première question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'état des relations bilatérales entre Moscou et Ouagadougou? Bon, à l'heure actuelle, les relations ne sont pas très poussées. Voilà. Dans le passé, nous avions des relations un peu plus suivies, mais par la suite, ces relations se sont détériorées. Bon, nous aimerions que ces relations se renforcent davantage. C'est la raison de ma présence ici à Moscou. De quelle période parlez-vous exactement? Donc, la détérioration, c'est après la chute de l'Union soviétique? Oui, après la chute de l'Union soviétique et aussi après le changement de régime chez nous au Burkina Faso. Vous savez par exemple que sous le président Thomas Sankara, les relations étaient suivies entre l'Union soviétique et puis le Burkina Faso. Le président Thomas Sankara même a eu à effectuer une visite ici. Il a visité la Cité des Étoiles, que moi je n'ai pas pu visiter, alors que j'aurais voulu bien visiter. Il a eu des entretiens à l'époque avec le président Mikhail Gorbatchev, voilà, et la compagnie soviétique Aeroflot venait à Ouagadougou. Tout ça, ça s'est arrêté. Voilà. Donc il y avait une ambassade au Burkina Faso, il y avait un centre culturel soviétique au Burkina Faso. Donc à un moment donné, tout ça s'est arrêté. Donc les relations ont un peu décliné. Donc vous souhaiterez que ça revienne au même niveau au moins, ou vous souhaitez développer les relations davantage encore? Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations. Alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. Parce qu'il y a une histoire et une expérience de la Russie. Et nous aimerions qu'elle partage cela avec nous. Lors de vos entretiens que vous avez fait ici à Moscou, quels étaient les sujets de vos échanges avec les collègues russes? Est-ce qu'il est possible d'évoquer les aspects de la coopération que vous voulez entretenir avec la Russie? Oui, nous avons rencontré pas mal de personnalités, voilà, dans les ministères, etc., les services, et ils sont ouverts. Ce que nous aimerions, c'est renforcer les relations de coopération dans tous les domaines possibles entre la Russie et le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a peut-être des priorités pour vous, peut-être le domaine sécuritaire? Oui, actuellement la priorité des priorités au Burkina Faso, c'est le domaine sécuritaire. Donc nous en avons discuté, mais au-delà du domaine sécuritaire, nous avons discuté concernant d'autres domaines. Parce que le problème sécuritaire, c'est conjoncturel. Nous espérons que d'ici quelques temps seulement, on va régler ce problème. Mais au-delà de ça, il faudra que nos relations se poursuivent. Parce que nous avons tous intérêt à gagner. Est-ce que la Russie pourrait être un allié du Burkina Faso dans la lutte anti-djihadiste? Oui, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la Russie soit un allié, voilà, comme tous nos partenaires. Et nous savons que la Russie est une grande puissance. Et si la Russie le veut, elle peut vraiment nous aider dans ce domaine.
Il y a aussi prévoit d'organiser un sommet Russie-Afrique en 2023. Est-ce que le Burkina Faso prévoit de participer à ce forum? Bon, écoutez, on m'a remis une lettre d'invitation du président Poutine à mon président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc je vais lui remettre cette lettre. A priori, si je suis là, c'est pour que les relations entre la Russie et le Burkina Faso se renforcent. Donc a priori, il n'y a pas de raison que nous ne venions pas. D'accord. Justement, au niveau des visites d'État, peut-être justement ça va être l'occasion pour organiser une visite d'État? Oui, bon, moi je suis là en précurseur. C'est pour voir si vous, les Russes, vous êtes disposés à coopérer avec nous. Donc, si vos intentions sont bonnes et que les choses se précisent, alors notre coopération va se renforcer et il y aura des visites d'État. Peut-être que même mon chef d'État viendrait ici. Ou peut-être même que moi-même je reviendrai ici. Donc, c'est ce que nous espérons. Il y a aussi le volet du commerce qui pourrait être un aspect de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a peut-être des produits que le Burkina Faso pourrait fournir au marché russe? Bon, ça c'est à vous de répondre. Parce que comme j'ai eu à dire à mes interlocuteurs, la Russie est une grande puissance, une grande nation. Mais on ne voit pas la Russie chez moi. Il n'y a pas beaucoup de Russes dans la circulation. Alors que vous produisez beaucoup de choses. Par exemple, en matière de médicaments, vous produisez beaucoup de médicaments qui pourraient être moins chers, mais on ne voit pas de médicaments russes chez moi. Pourquoi les Russes ne viendraient pas ouvrir des pharmacies chez moi au Burkina Faso, comme le font les Français? Pourquoi on ne vendrait pas de médicaments russes au Burkina Faso, comme on vend les produits français? Pourquoi la Russie ne viendrait pas ouvrir un laboratoire de médicaments ou bien pharmaceutique ici au Burkina Faso? Tous les chantiers sont ouverts et nous restons ouverts. Donc, ça dépendra aussi de la disponibilité des Russes. Donc, nous souhaiterons avoir plus de produits russes aussi chez nous au Burkina Faso pour diversifier notre partenariat et ne pas être liés seulement aux Occidentaux. Est-ce que ça concerne aussi la sécurité alimentaire peut-être? Enfin, parce que là, avec la crise alimentaire qui se profile dans le monde, est-ce que le Burkina Faso compte aussi sur le soutien russe dans ce domaine? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Parce que vous savez que nous ne cultivons pas le blé, alors que nous consommons du blé. Donc, par exemple, pour fabriquer le pain, pour faire les gâteaux, etc., on a besoin de blé. Donc, à court terme, nous aimerions, n'est-ce pas, que la Russie nous aide en nous fournissant du blé. Parce qu'à moyen terme, nous aimerions cultiver le blé chez nous-mêmes. Et donc, si la Russie peut nous aider avec ses experts à produire le blé chez nous, ce serait une bonne chose. Autre chose, vous savez que, par exemple, la Russie est un grand fournisseur d'engrais. Oui. Voilà. Ce que nous n'avons pas encore. Nous aimerions aussi que la Russie nous fournisse en engrais. Donc, voilà autant de domaines de coopération. Dans le domaine de l'agriculture également, nous savons que vous avez de bons ingénieurs, de bons experts. Et donc, on pourrait avoir de la collaboration dans ce domaine également. Là, actuellement, les engrais russes sont bloqués à cause des sanctions. Les autorités russes ils ont plusieurs fois dit qu'ils voudraient fournir gratuitement certains produits aux pays d'Afrique qui ont le plus besoin de ces choses-là. Donc, en fait, les autorités russes ils travaillent pour dégager un peu les voies pour fournir ça, surtout les engrais. Non, nous savons que si la Russie, elle le peut. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, la Russie est une grande nation, historiquement, politiquement, économiquement et militairement. La Russie est une puissance militaire. Donc, si la Russie veut vraiment acheminer des produits chez nous, là, elle le peut, elle trouvera les moyens. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne veut pas. Concernant la coopération au niveau culturel, j'imagine peut-être il était question des échanges culturels, des échanges universitaires peut-être. Est-ce que vous avez pu évoquer cette question-là lors de vos entretiens ici à Moscou? Oui, on a évoqué cette question avec la vice-ministre chargée des enseignements supérieurs et nous avons trouvé, n'est-ce pas, une grande disponibilité de leur part. Donc, ils nous ont promis, n'est-ce pas, que bientôt la coopération va à ce niveau. Alors, je dois dire qu'au temps de l'Union soviétique, il y avait un centre culturel dans mon pays. Il y avait le centre culturel soviétique à Ouagadougou. Et c'est là-bas que nous, en tant qu'étudiants, on partait lire les ouvrages de la Russie, les journaux, etc. Et parfois, on voyait des films, etc. Et c'est ainsi que nous nous sommes imprégnés de la culture soviétique à l'époque. Mais malheureusement, après la chute de Gorbatchev, tout cela s'est fermé. Et il n'y a plus de présence russe au Burkina Faso. On n'étudie même plus le russe? Plus rien. Il n'y a plus de traces de la Russie au Burkina Faso chez moi à l'heure actuelle. Sauf peut-être quelques armes. En dehors de ça, il n'y a plus rien.
En gros, est-ce que avec la venue des spécialistes russes, des ingénieurs, peut-être, enfin des experts dans d'autres domaines, peut-être, ça va être le tour d'un centre culturel, peut-être le russe pourrait être appris dans les écoles burkinabées. C'est ce que nous souhaitons. Moi-même qui suis là, j'aurais voulu apprendre le russe. Et là, notre intervention se serait passée peut-être en russe. Mais malheureusement, il n'y a pas d'occasion d'apprendre le russe. Je vois par exemple des écritures dans la ville, tout, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas lire en russe. Donc nous espérons que peut-être bientôt tout cela, bon, ceux qui viendront après nous seront formés et beaucoup auront appris la langue russe, de telle sorte que les relations seront beaucoup plus faciles. Alors j'ai même proposé qu'il y ait un vol, n'est-ce pas, de Aeroflot Moscou-Ouagadougou. Parce que la première fois que moi je suis venu ici, c'était en 1988, et c'était avec Aeroflot. Donc j'ai pris Aeroflot, j'ai fait Paris, Moscou, Ouagadougou. Mais cette compagnie a été supprimée, elle ne vient plus chez nous. Donc il n'y a vraiment plus de contact entre la Russie et le Burkina Faso. Donc en fait il y a aussi un aspect de transport. Enfin, tout cela est lié. Tout cela est lié. Voilà, il n'y a même plus de transport. Concernant notre chaîne RT Monde, il développe un peu son réseau en Afrique et dans beaucoup de pays africains. Est-ce que les chaînes russes peuvent un jour remplacer les chaînes françaises? Bon, remplacer ça, je ne sais pas. Parce que notre objectif, c'est toujours avoir un plus. Ce n'est pas que quelqu'un vienne remplacer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour toujours avoir un plus, afin d'avoir plus d'options. Maintenant, si vous êtes présent chez nous, il reviendra aux citoyens burkinabés de choisir. Voilà. Par exemple, si vous venez avec des médicaments russes chez nous, et que les gens remarquent que les médicaments sont moins chers et plus efficaces, spontanément, les gens vont aller vers les médicaments russes. Pourquoi moi j'avais pris Aeroflot pour faire Paris, Moscou, Ouagadougou? Parce que j'avais comparé les prix et c'était moins cher. C'est pour ça que j'avais pris Aeroflot. Donc, si les Russes aussi sont présents sur le marché, les gens vont apprécier, ils auront plus de diversité, de choix, et c'est cela le plus chose là. C'est ce qui sera le plus qualitatif et le moins cher que les gens prendront. D'accord, donc en fait, l'arrivée de la Russie au Burkina Faso pourrait aussi créer de la concurrence pour d'autres acteurs sur place. Pour d'autres acteurs, et même pour la Russie, ça pourrait aider la Russie même à perfectionner ses produits. Parce que les produits russes seront confrontés aux produits européens, aux produits américains, aux produits asiatiques. Et donc, les Russes vont se réadapter et puis faire face à la concurrence. Par exemple, quand vous venez chez moi, il y a plein de voitures asiatiques qui viennent de Corée, qui viennent du Japon. Il y a plein les engins à 2 roues qui viennent de Chine, qui viennent du Vietnam, etc. Mais il n'y a rien de la Russie. Voilà. Donc, ça pourrait aider la Russie aussi à s'adapter à la concurrence. C'est ce que nous souhaitons. Donc, nous souhaitons avoir plus de produits russes aussi chez nous, au Burkina Faso. Même des vêtements, des costumes russes, etc. Voilà, ça pourrait diversifier et ça sera un moyen de compétition pour tout le monde et d'amélioration au profit de la consommation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un public qui pourrait être réceptif aux chaînes russes, francophones ou russophones? Tout dépend du produit qui est proposé. Ça dépend du produit. Tout dépend de la disponibilité et de la qualité du produit. Si ce que les chaînes russes proposent est compétitif, il n'y a pas de raison que les gens ne choisissent pas de suivre cette chaîne. Voilà. D'autant plus qu'actuellement, ils sont saturés par les chaînes traditionnelles. Tout le monde connaît par exemple France 24, tout le monde connaît CNN qui est américain, voilà, tout le monde connaît BBC World News, etc. Mais on ne connaît pas de chaînes russes. Donc vous avez l'avantage de la nouveauté. Voilà. Par exemple, les Chinois ont une chaîne qui émet chez moi et les gens suivent. Donc les chaînes russes, si elles sont compétitives, il n'y a pas de raison qu'elles ne ravissent pas le marché aux autres. Merci beaucoup pour votre interview. Merci. Merci donc à Joël Tientu qui nous permet d'avoir cet extrait non moins important du Premier ministre burkinabé Apollinaire Kilem de Tembela qui est revenu sur un certain nombre de faits. Et nous on va, avec le concours de nos invités, y revenir de fond en comble. D'abord, Gamal, je vous donne la première prise de parole pour apprécier à sa juste valeur cette sortie du Premier ministre. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous, à votre niveau? Je vois qu'on a déjà Nestor Podassi en repérage. La parole est à vous, Gamal Abina. Oui, merci pour la prise de parole. Donc, déjà, je salue le général Diawara parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, simplement pour dire que ce qu'on avait présagé, ce que j'avais expliqué il y a quelques mois
sur votre chaîne, à savoir que le basculement du monde à l'Est commence à s'opérer et qu'effectivement, ce symbole très fort d'un rappel du passé quand même. Il a mobilisé dans sa mémoire, évidemment, le grand Thomas Sankara, qui était proche des Russes, c'est vrai, et il a expliqué, et je remercie d'ailleurs la chaîne Arte avec laquelle j'ai travaillé aussi, que des partenaires diversifiés et le choix de ses partenaires. Jusqu'à présent, le choix ne s'était plus imposé puisque l'Union soviétique tombe en 91-92 et il y a une désertion totale au profit des États-Unis, de la France, de l'Angleterre. Aujourd'hui, ça change et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques mois, c'est qu'avec la révolution malienne, parce que c'est une révolution, hein, il faut vraiment pas perdre de vue, ça n'est pas un coup d'État contrairement à ce que la France veut vendre, c'est une révolution, une reprise du pouvoir par le peuple malien de sa propre élite militaire pour pouvoir garantir la sécurité de sa population. Sans sécurité, pas de développement. Eh bien, le fait de contagion que j'avais annoncé se produire. République Centrafrique, Mali et tout un tas de pays de la région commencent à se poser la question de savoir si c'est pas plus intéressant de travailler des Russes, dont les résultats en termes de sécurité sont même plus à démontrer. Le Mali est beaucoup plus sécurisé aujourd'hui qu'il n'a jamais été pendant 10 ans. Et ce qui se passe, c'est que cet effet de contamination est un effet salvateur dans la mesure où d'abord, il choisit sa partenaire un peu plus crédible, ensuite, il s'écarte de l'ancienne puissance coloniale et surtout, c'est le plus important, les résultats sont avec de la violence, forcément, on parle d'opérations militaires, mais le résultat, c'est qu'il protège la population et que ça fonctionne. Donc là, on sent bien qu'il y a une sorte de migration du côté du Burkina, qui est tout de même frontalier, et qui se dit, ah, finalement, ça a fonctionné pour le Mali, qui n'est pas forcément un pays bien loti au départ, enclavé, pas très riche, peu développé, dont les ressources minières ne sont pas non plus exploitées, puisque c'est une volonté de la part de l'ancienne puissance coloniale de garder sous tutelle. Eh bien, le Mali commence à se renforcer, se sécuriser, est équipé du matériel russe de qualité, pour le coup, et formé. Ces militaires qui sont de grands combattants font le travail sur le terrain, les FAMA, et le Burkina, qui a eu quand même un grand homme à la tête de son État, un grand ami de Kadhafi, Thomas Sankara, assassiné par la France, il faut le dire, de Mitterrand, eh bien, le Burkina se dit, on peut enfin reprendre un peu de dignité, on peut enfin reprendre notre destin en main, parce que c'est une question de destin. Est-ce qu'on va continuer à avoir, si notre puissance coloniale ou néocoloniale, nous tenir en laisse comme si on était des enfants, parce que c'est souvent les termes utilisés par ces racistes, ou est-ce qu'on va simplement s'émanciper en ayant le choix de nos partenaires? Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'intervention de ce représentant du Burkina, qui a rappelé que vous avez le choix, devant nous, ouvrez le centre culturel, pas seulement du militaire, faites des partenariats sur la question industrielle, des transferts, il en a parlé, vendez des produits russes, il n'y a pas de problème, ils seront accueillis en tant que concurrents et peut-être meilleurs concurrents, mais surtout il a dit, on vous donne le choix parce qu'on va choisir. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une télévision russe, eh bien, on a le choix avec des autres télévisions et on verra laquelle est la meilleure. Quelle est l'offre? Si l'offre est meilleure de la part russe par rapport à RFI, par exemple, ou à France 24, évidemment qu'ils regarderont la télévision russe. Et je ne doute absolument pas du fait qu'au-delà de ça, le partenariat de développement économique et stratégique qui va s'inscrire avec la prochaine réunion Russie-Afrique en 2023 va surtout mettre l'accent, évidemment, sur le volet sécuritaire, ça va de soi, mais pas seulement. Ils mettront l'accent sur le volet économique parce que si vous voulez gagner le cœur des gens, il faut démontrer que vous êtes un partenaire sérieux, crédible et qui ne pense pas qu'à soi, qui est capable de faire un co-développement, un partage de richesses, un partage de compétences, car l'Afrique a trop longtemps vécu sous le marché occidental qui lui vendait sa ferraille sans jamais transférer quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils sont en mesure de pouvoir jouer des rapports de force qui leur seront favorables et il faut qu'ils le fassent parce que les Africains sont en mesure de faire les choses que jusqu'à présent on leur a interdit. Donc effectivement, ce rapprochement Burkina-Russie est la conséquence de la révolution malienne, tout simplement. Retrouvons rapidement, est-ce que l'on peut dire, quand on a suivi Gamal et on a suivi avec beaucoup d'intérêt votre Premier ministre, que là, il appelle, c'est une forme d'invite à plus de responsabilité, à des prises de risques de la part de la Fédération de Russie sur le continent africain. La parole est à vous, Nestor. La question est à vous, pardon, Nestor Podassé. Est-ce que l'on peut dire, clairement, on a suivi avec beaucoup d'intérêt Gamal Abina, que dans les propos du Premier ministre, il invite davantage le gouvernement, la Fédération de Russie, à un peu plus d'audace dans ses rapports avec le continent africain aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les camarades, bonsoir à tous ceux qui sont sur la page Facebook, sur YouTube, ceux qui sont à la télé aussi. Je salue les PDG et tous les techniciens et tous les journalistes d'Afrique Média. Mais avant de répondre à votre question, je tenais d'abord à dénoncer l'impérialisme occidental et le bloc occidental avec l'OTAN et l'Amérique en sa tête. Et aussi plus précisément, dénoncer l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont les parrains des terroristes. Parce qu'on a un de nos camarades activistes,
Cheikh Mohamed Barayan qui est en Arabie Saoudite là-bas. Donc ça fait 72 ans, nous n'avons pas de ces traces, de ces nouvelles, parce qu'il a été tout simplement enlevé. Parce que le même réseau France-Afrique au Burkina ici qui nous attaque et qui dépose des plaintes contre nous, le même réseau est à sa trousse en Arabie Saoudite là-bas. Et Arabie Saoudite étant l'allié privilégié des États-Unis et que c'est pareil, on passe pour financer les terroristes qui nous endeuillent ici. Alors, il a juste caricaturé, barré le drapeau français en rouge et il a dénoncé certains ando-colons qui sont au Burkina ici, étant là-bas. Et ce sont eux maintenant, par les réseaux de France-Afrique, qui l'ont fait arrêter là-bas et on l'a enlevé. Jusqu'à présent, on n'a pas de traces. Donc, je pense que d'ici demain, si on n'a pas de nouvelles, nous allons faire sitting devant l'ambassade de l'Arabie Saoudite pour réclamer qu'on les libère très rapidement. L'Arabie Saoudite, les Saoudiens ne peuvent pas être tranquilles au Burkina ici et nos camarades ne sont pas en liberté chez eux là-bas. De toutes les façons, nous, on n'a pas attaqué l'Arabie Saoudite. C'est la France, nous, on a attaqué. S'ils disent qu'il a caricaturé, il a barré le drapeau français et qu'on l'arrête, qu'on les libère très rapidement. Voilà, voici un peu mon coup de gueule adressé au régime dictatorial saoudien, qui est l'allié, l'espoir des États-Unis et de l'OTAN et de la France, de laisser notre camarade tranquille. Merci beaucoup. Je reviens maintenant à votre question. Alors donc, je disais, vous avez dit que sans notre Premier ministre demander à la Russie d'avoir plus d'audace envers les Africains. Oui, il demande à la Russie d'être plus d'audace parce qu'il faut reconnaître que depuis le 15 octobre 1987, l'année où le Burkina est plongé dans l'obscurité, la ténèbre de l'enfer. Donc l'ange qui l'incarnait, cette ténèbre était Blaise Compaoré. Burkina Faso a perdu tout contact avec la Russie et est plongé dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas d'ambassade de Russie au Burkina Faso. Pour avoir une ambassade plus proche, il faut aller au Mali ou bien à Abidjan. Donc c'est très, très compliqué. Il n'y a plus de traces russes ici. Nos hommes d'affaires ne font plus les affaires avec le continent de la Fédération russe, alors qu'avant, ils faisaient les affaires avec la Russie et les choses sont propres. Et si vous regardez côté agriculture, la Russie produit du blé, la Russie a des bons tracteurs, des meilleurs tracteurs, ils ont des bons engrais, mais bon, c'est les Européens qui prenaient cela pour venir nous vendre. Mais avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine, nous avons compris que tout cela, ils bouffaient dans notre sang. C'était pas pour nous aider, mais c'est pour nous tuer davantage. Donc, ce que le Premier ministre demande, que la Russie doit occuper sa place, c'est pour dire que non, nous voulons rompre tout type de collaboration avec les autres et que maintenant, toutes les collaborations soient gagnant-gagnant. Et la Russie doit se positionner. Si on doit acheter blé, on ne doit plus passer par la France. Si nous devons acheter les tracteurs, on ne doit plus passer par la France. Acheter l'engrais et autres, on ne doit plus passer par la France. Mais nous devons être en mesure de commander directement. Les médicaments, par exemple, c'est Sanofi qu'on nous a imposé ici. On nous a imposé certains médicaments qui viennent des laboratoires français. Tant que ce n'est pas ça, pas question de commander des médicaments ailleurs. Les autres ne sont pas reconnus. Donc, nous devons avoir la liberté de commander les médicaments où nous voulons, quand nous voulons. Et la Russie a des technologies. Et nous pensons que de la même manière que la Russie a aidé en son temps, les satellites africains, la Russie a contribué avec la Chine, avec l'aide des technologies, pour que nous puissions communiquer moins cher aujourd'hui par les téléphonies mobiles. Je pense que avec la Russie, nous pouvons collaborer pour avoir des techniques d'agricole dans beaucoup d'autres domaines pour nous rendre autonomes, qu'on appelle transfert de technologies. Donc, c'est pourquoi nous pensons que c'est mieux que les autres qui ne veulent pas partager les technologies avec nous. Vous voyez que la Chine est venue en train de construire une usine de textile au Mali. Et après 20 ans d'exploitation, ça va revenir à l'État malien. Donc, voici le type de coopération que nous on a besoin, plutôt que d'être des coopérants d'un service pour toujours. Voilà un peu ce que le Premier ministre veut dire. Ça, c'est selon moi ma compréhension. Et je pense que nous sommes sur une très bonne lancée. On ne doit pas se laisser distraire. Ils sont en train de nous attaquer, nous les activistes panafricanistes, un peu partout. Et vous voyez que le Premier ministre est venu avec une lettre d'invitation officielle que Poutine lui a donné de remettre au capitaine président Traoré de participer au sommet Afrique-Russie. Donc c'est une très bonne chose, c'est une très bonne collaboration. Il faut dire que en 2 mois, 3 mois, la collaboration ne peut pas être solide comme ceux qui ont maintenu la collaboration avec la Russie pendant longtemps. Mais avec le peuple qui est là, nous, la société civile panafricaine, qui poussons nos autorités tous les jours, je pense que c'est notre pression qui fait qu'ils sont en train d'accélérer les choses. Et je pense que c'est une très bonne chose.
quand Ibrahim Traoré va participer au sommet à son retour, beaucoup de choses vont avancer. Pour le moment, dans le domaine militaire, beaucoup de choses avancent déjà. Et nous pensons que les autres ont le temps. Et on ne peut pas tout avoir une bonne fois pour toutes, mais c'est déjà un bon départ. Donc nous saluons et nous encourageons. Merci. Merci à vous. Général Issa Diarra, je vous reviens avec cette même préoccupation pour le cas du Burkina Faso, comme tel que l'a d'ailleurs évoqué le Premier ministre Apollinaire Kilem de Tambela. La situation est quand même assez difficile vu que les contacts initiaux entre la Fédération de Russie avec le Burkina Faso ont été visiblement détruits. Il faut donc quasiment tout reconstruire. Et là, on a visiblement un Premier ministre qui demande un peu plus à la Russie jusqu'au domaine médical, leur demandant de pouvoir véritablement s'installer afin d'apporter une alternative, un son peut-être pas nouveau, mais un son autre que celui qui est présenté tous les jours, à savoir le mouvement occidental. Il est même parti jusqu'à évoquer le domaine médical et même sur le domaine automobile, ce qui laisse quand même croire que le Burkina Faso voudrait davantage aujourd'hui être ouvert à d'autres partenaires, mais davantage aujourd'hui à la Russie. Comment avez-vous apprécié davantage à votre niveau, Issa Diarra, cette sortie du Premier ministre? Ok, merci. Cette sortie du Premier ministre, il faut résumer ça à 5 points. D'abord, il tient les discours à partir de Moscou. Et Moscou, qu'il a collaboré avec ses frères Mandia, bien sûr, dans le cadre de ses voyages. Ensuite, il a, surtout dans son intervention, il a dit qu'il souhaiterait visiter des endroits qui ont été visités par le capitaine Thomas Sankara et qu'il n'a pas eu la chance de visiter ces endroits. Ça montre tout simplement. Ça veut dire tout simplement que la coopération aujourd'hui par son gouvernement n'a pas atteint les niveaux de coopération qu'avait atteint en tout cas le régime du capitaine Thomas Sankara. Et que bien sûr, ils sont sur la trace de Thomas Sankara et qu'il sera aussi heureux un jour de pouvoir visiter les en tout cas sillonnés par le capitaine Thomas Sankara. Donc ça montre tout simplement que c'est une coopération à devenir, une coopération qui est en train d'être construite. Ça, c'est ce que j'ai compris à l'attente de son intervention. Il est revenu beaucoup sur les relations avec l'URSS. Ça remonte bien sûr au temps du capitaine Thomas Sankara. Et visiblement, on le voit nostalgique de cette coopération. La deuxième chose qu'il faudrait noter de cette intervention, c'est-à-dire il a bien sûr d'une coopération au-delà du sécuritaire. Comme vous venez de résumer tout-même, je crois, votre question. C'est-à-dire, il a parlé bien sûr du commerce, il a parlé du sanitaire, de la santé, il a parlé de l'agriculture, de l'éducation, avec les programmes de formation. Il a parlé même du transport, quand il a parlé d'un avion. Et ensuite, il a même parlé des médias. Il a appelé les médias russes à venir aussi s'implanter au niveau de l'Afrique pour aider aussi, c'est que moi je comprends, non simplement la Russie, mais contribuer aussi à aider les Africains dans cette guerre de communication que le monde occidental est en train de nous imposer aujourd'hui. D'ailleurs, il a parlé de CNN et d'autres médias. Et ensuite, le troisième point, bien sûr, c'est cette invitation au sommet. Et quand il dit lui-même qu'il est un éclaireur, il est un éclaireur tout simplement, lui, il est un éclaireur, bien sûr. Et moi, maintenant, ce qu'il faudrait voir dans ça, c'est cette invitation au sommet. C'est déjà une marque de confiance de la part du président russe. Surtout que c'est des mains du Premier ministre que le président capitaine Ibrahim Traoré va recevoir cette invitation. Et ensuite, quatrième chose qu'il faudrait comprendre de son intervention, il a invité la Russie à doubler les Occidentaux au Burkina. Et bien sûr, il trouve que la Russie dise peut-être que les sanctions sont peut-être un frein à certaines choses que la Russie veut faire. C'est une mauvaise excuse. Ça, c'est très courageux de sa part. Parce qu'il réaffirme la Russie est une grande puissance. Si la Russie veut, ce n'est pas la France ou je ne sais pas quoi, l'Espagne, qui va s'hasarder à arrêter des navires russes, en tout cas en destination de l'Afrique. Donc, je pense qu'il a été assez courageux. Et le cinquième point, le dernier point qu'il faut retenir de son intervention, c'est-à-dire il se plaint beaucoup du fait qu'il n'y a plus de traces de la Russie. C'est-à-dire c'est une façon pour lui, si je comprends bien, une façon pour lui de décrier la France-Afrique portée par Blaise Compaoré et d'ailleurs, c'est les successeurs de Blaise Compaoré qui jusque-là n'ont pas réussi à se démarquer de cela. Donc c'est une première fois, c'est son gouvernement
depuis la chute de Thomas Sankara, qui visiblement est en train de rompre totalement au niveau des presque de tous les domaines avec le bloc France-Afrique. Autre analyse maintenant qu'il faudrait faire de ce résumé, moi je pense qu'on est au début d'un contact et que le Premier ministre du Burkina Faso montre carrément qu'il veut aller loin. Il tient un discours qui ne va visiblement qui ne va pas dans le sens de la France. Et dans ces cas, c'est directement un défi, bien sûr. Et la France peut voir ça comme un défi. Et même si nous sentons, bien sûr, à travers la voix du Premier ministre, peut-être il a ses débuts, il n'est pas totalement en confiance aussi. Donc, mais je pense que c'est petit à petit, il est peut-être à ses débuts en tant que chef du gouvernement et surtout un gouvernement de rupture. Il faut lui accorder cela, il faut être là. J'avais dit qu'il va... Et ça ne serait pas surpris de voir qu'il multiplie peut-être quelques erreurs de communication, mais il faut être là pour l'accompagner. Ce qui compte, c'est la volonté. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir des initiatives. Et moi, je trouve déjà qu'en réalité, le gouvernement du Burkinabé a décidé et que le Premier ministre a décidé à appliquer ici la feuille de route, en tout cas qui est dictée par le président de la transition, M. Ibrahim Traoré. Maintenant, il ne faut pas faire attention aux détracteurs qui disent que, comme appeler peut-être à des programmes de formation du côté du Burkina, un État souverain, mais cela n'a pas de sens. Tous ces gens-là, on étudie l'anglais et autres là, dans leur pays, c'est des trucs des Anglais et des Américains. Donc je ne connais pas un seul pays africain qui se soit pas totalement passé, en tout cas, de l'anglais ou en tout cas du français, non. Je pense qu'il faut peut-être savoir utiliser ces langues à des fins de développement, en tout cas des fins de développement, en tout cas, des pays africains. Et de toutes les façons, il ne faut pas faire attention à ces gens, ce sont des laquins de la France. Ils n'ont jamais dénoncé la présence du centre culturel français au niveau du Burkina Faso. Donc je ne vois pas pourquoi se plaindre. Ensuite, moi je pense, ce que je retiens de tout cela pour terminer, l'acceptation de la participation à ce sommet, les seuls faits acceptés, si le président du Faso accepte, cela c'est un signal fort. Ça va aider la Russie à dégêler beaucoup de choses. Peut-être même à rétablir rapidement, en tout cas une coopération, à établir une coopération diplomatique. Donc il faut d'abord accepter une invitation de la part, bien sûr, du président Poutine. Pour moi, déjà dans les coulisses, et même peut-être de façon officieuse, la diplomatie russe est très active. Donc l'acceptation officielle de cette invitation, bien sûr, doit faire rétablir rapidement la diplomatie de la Russie du côté du Burkina. Et bien sûr, les deux pays vont accélérer leur coopération et participer aussi à ce sommet. Et bien sûr, le Burkina sera dorénavant, en tout cas, va dorénavant contribuer, discuter directement avec les Russes et jusqu'au sommet de l'État. Ce qui est à faire, c'est l'Afrique qui a se retrouver. N'oubliez pas que l'Algérie a beaucoup joué dans la facilitation entre le Mali et la Russie. Et si le Mali aujourd'hui collabore dans cette facilitation entre la Russie et le Burkina, je suis convaincu dans les mois à venir, le Burkina lui-même va jouer un rôle de facilitateur entre la Russie et d'autres pays africains. Je pense que le train de libération de l'Afrique est en marche. Et nous voulons diversifier les partenaires et tous les partenaires seront les bienvenus à condition de respecter la dignité de l'homme noir et bien sûr la souveraineté des États africains. Merci à vous. Pardon, Gamal Abina, je reviens rapidement à vous. Vu le ministre qui a fait tout d'abord, et comme l'a rappelé Issa Diawara tout à l'heure, qui a tenu à faire le point autour des relations diplomatiques entre son pays et la Fédération de Russie. Il a même évoqué l'historicité de ces rapports entre les deux pays. À l'heure actuelle, les relations ne sont pas très poussées, elles se sont détériorées. Nous sommes là pour les restaurer. Voilà, entre lignes, ce que l'on a pu déceler. Eh bien, pour lui, nous voulons renforcer les coopérations à tous les niveaux. Les niveaux, j'arrive. Nous souhaitons que la Russie soit un allié comme tous nos partenaires. Si la Russie le veut, elle le sera. Un partenaire privilégié du côté du Burkina Faso. Là, ce sont les déclarations quand même du Premier ministre burkinabé, comme l'a relevé tout à l'heure Issa Diawara, les déclarations qui sont faites quand même sur le sol russe. Est-ce une façon davantage d'interpeller? Je vous retrouve avec cette même question. Vous êtes internationaliste. Pour interpeller davantage la Fédération de Russie, non seulement être présente, pas seulement
militaire. Il a quasiment balayé plusieurs secteurs d'activité, l'agriculture, la communication, tiens, on est sur un média, l'automobile, mais également le domaine médical. Et donc pour lui, aujourd'hui, l'enjeu, ou alors le grand enjeu finalement de la présence de la Fédération de Russie sur le continent africain ne serait pas seulement sur le simple accompagnement militaire, même si l'urgence, la priorité des priorités semble être la question sécuritaire. Alors oui, c'est bien. D'ailleurs, il aurait pu être journaliste. Notre ami général Issa Diawara, il a dressé un portrait global de ce qui a été dit et il a souligné une chose assez importante. En vérité, c'est vrai que j'ai pas pris le rappeler, c'est que ce discours est très courageux en vérité parce qu'il parle à la chaîne nationale russe, RT France en l'occurrence, mais enfin c'est traduit en russe, hein, et il explique dans une injonction assez extraordinaire en demeurant, je tiens à le préciser, quand même, il est en Russie, il est reçu par ses hôtes et pour autant il leur dit ne trouvez pas d'excuses au fait que vous ne pouviez pas exporter, par exemple, les denrées de première nécessité, particulièrement les engrais. Donc là-dessus, effectivement, je félicite Général Diawara pour ça, d'avoir rappelé cela. C'est très courageux parce que ça montre une sorte de volonté de remonter un petit peu la tête. La fierté est revenue et de dire nous sommes des partenaires à part entière et nous n'allons pas le border à avoir du matériel militaire, ça ne suffit pas. La sécurité est une nécessité évidemment, mais c'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour arriver au mieux. Et en substance, c'est quoi le mieux? C'est ce que vous venez de souligner. Une volonté de demander une coopération tous azimuts. Alors tous azimuts, c'est quoi? C'est sur le terrain militaire, cela va de soi, parce qu'on voit que le Mali a réussi cela, mais surtout sur le terrain culturel, il l'a rappelé, mais pas seulement sur le terrain agricole, sur le terrain industriel, sur le terrain de la coopération, parce que si les Russes bénéficient du soutien de pays comme le Mali, comme le Virginia et d'autres qui vont suivre, puisque l'Algérie est initiative de ça, effectivement, l'Algérie était précurseur. Hein. C'est le pays qui n'a jamais lâché la Russie, contrairement à l'Égypte, par exemple, qui l'a abandonné les années 70. Eh bien, s'ils sont en mesure de faire cela, les Russes sont bénéficiaires. Parce qu'ils ont aussi des besoins, il ne faut pas l'oublier, en termes de marché. Les Russes produisent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas tout vendre. Or, le marché africain est un marché qui est vierge dans la mesure où, à part la domination française ou occidentale, en règle générale un peu chinoise, c'est surtout les précarés soutenus par les anciennes puissances coloniales. Et là, il propose à la fois, évidemment, l'achat de produits russes, mais pas seulement, un partenariat, un développement. Il a rappelé, c'était rappelé l'usine textile qui a été faite par les Chinois et qui est maintenant en possession de l'État. Il faut absolument en arriver là. À savoir que la volonté, moi je me souviens de Thomas Sankara, alors c'est un personnage que je connais beaucoup, parce qu'il a fait une chose que je trouvais extraordinaire, c'est vraiment la fierté africaine pour le coup, qu'on nous avait retirée. Il avait dit à sa population, vous devez consommer burkinabé, vous devez fabriquer burkinabé, vous devez porter les vêtements comme je les porte burkinabé, vous devez faire en sorte que c'était une révolution culturelle. Pourquoi? Parce que quand on dit consommer burkinabé, fabriquer votre culture, vendez-la parce qu'elle est extraordinaire, et elle est extraordinaire, parce que les produits sont là, là je vois la façon de les habiller par exemple, c'est formidable. Eh bien ça dit quoi? Ça signifie que si on est capable de produire local, l'Occident ne peut pas vendre des produits qu'on fait nous-mêmes, et surtout, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi, ça crée une dynamique salvatrice, et ça crée un retour à la fierté. Parce que ces femmes africaines qui ont les cheveux pour ressembler à l'occidental, c'est problématique, alors qu'elles sont belles dans leur nature, parce que cette culture est belle et qu'on l'a sous-vendue, parce que la langue du colon est restée en Afrique trop longtemps, alors qu'il faut récupérer des langues locales, parce que tout un tas d'aspects culturels doivent être mis en avant, et on ne doit pas tomber dans le piège néocolonialiste, évidemment, mais ce n'est pas le cas des Russes. Les Russes ont subi aussi la colonisation, ça a duré 4 ans avec les nazis, donc ils sont au courant. Alors, pour tout dire, ça leur a coûté 26 millions de personnes, quand même, cette colonisation. Hein. Donc, pour tout dire, aujourd'hui, le rapport de force a changé, on voit bien que ça s'accélère, ça va de plus en plus vite, et que les chefs d'État vendus, parce qu'il y en a beaucoup de vendus ou lâches, commencent à regarder du côté de cette révolution qui est en train de s'opérer dans le Sahel, et commencent à se dire, mon peuple, je suis lâche, je suis toujours bas devant le colon, j'ai toujours la tête basse, il y a peut-être un intérêt peut-être à remonter un peu sa dignité et aller voir du côté de l'Est, chinois, russes, tous les pays qui sont en rupture avec les États-Unis, en l'occurrence. Et ce qui se passe, c'est que cette volonté de ce Premier ministre, c'est de dire, nous sommes prêts à travailler avec vous, mais soyez un peu courageux, ne trouvez pas d'excuses pour ne pas exporter. C'est bien de le rappeler, il a dit en Russie, c'est énorme. Franchement, là, je tire mon chapeau. Et surtout, il est en train de dire, notre gouvernement va changer de position. Elle va se rapprocher de vous, faites un pas vers nous. Et ce pas, et je le répéterai tout le temps, ça commence d'abord par une coopération industrielle. Être capable de produire localement les armes pour se défendre. On commence par le début. Ensuite, localement, être capable de produire des tracteurs. On n'a pas acheté de tracteurs, il faut les produire sur place. Faire du transfert de compétences, de technologies, de partenariats, quitte à faire une joint venture, des sociétés mixtes d'État à État, faire en sorte qu'on soit capable de garantir une richesse. Ce qui était refusé par l'Occident peut être négocié avec les Chinois et les Russes, mais ce rapport de force doit être sain. Il ne faut pas se dire qu'on dépend d'eux, il faut se dire qu'il y a une dépendance mutuelle et qu'il faut créer des liens sains par rapport à cela. Donc oui, effectivement, il a parlé de coopération tous azimuts, il a parlé de nécessité seulement de travail, puisque les gens formés existent en Afrique, il n'y a pas de problème,
et la possibilité d'avoir des technologies qu'on nous interdisait parce que pendant des décennies, pendant 60 ans pour être très précis, ils ont tout fait pour empêcher que l'Afrique s'émancipe. C'est une volonté calculée. L'objectif, c'est de faire de l'Afrique un marché qui achète mais qui ne produit pas. Aujourd'hui, eh bien, je pense que le Burkina, le Mali, la Centrafrique et d'autres pays qui vont suivre le pas comme l'Algérie en demeurant vont imposer ces règles-là pour devenir des pays autonomes. L'autonomie est nécessaire. Et je pense que c'est ce qui a été relevé par cet homme et j'apprécie effectivement sa prise de parole. Alors, je me retourne vers vous, Nestor. Finalement, pour le gouvernement du Burkina Faso, qui souhaite apporter des précisions précises sur la coopération qu'elle souhaite engager avec la Fédération de Russie, comme cela que l'on doit voir et interpréter davantage cette sortie du Premier ministre burkinabé. Nestor? Allô, oui? Oui, allez, nous vous écoutons cette fois-là. Voilà, donc je disais que c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que le Premier ministre a voulu exprimer la volonté du peuple. Parce que depuis 2021, nous manifestons presque chaque mois, des fois une fois par mois minimum, sinon presque chaque semaine on est dans la rue. On dit qu'il faut coopérer avec la Russie, il faut rompre avec la France et ses alliés de l'OTAN impérialiste. On a souffert. Et cette volonté aujourd'hui, c'est la volonté du peuple que le gouvernement est en train de faire. Et donc, les choses sont en train d'aller vite et bien. Et nous pensons que d'abord, c'est le volet sécuritaire. Et j'ai rejoint un peu mon frère Gamal Abin qui disait qu'il faut que ce soit une coopération saine, gagnant-gagnant. Il ne faut pas que ce soit une coopération de domination. Là, en ce moment, c'est comme si vous avez changé un maître avec un autre maître colon. Voilà, chose qui ne sera pas bien pour nous. C'est pourquoi nous sommes regardants là-dessus. Et ça sera bon que le gouvernement, et quand les choses vont se décider, quand le président va du sommet, et si possible, pourquoi pas ne pas joindre à l'ordre des missions la société civile panafricaine que nous sommes pour que nous aussi on puisse participer à ce sommet. Voilà. Je pense que ça sera une très bonne chose pour que nous aussi on voit ce qui se passe. Et que quand le gouvernement, le président va revenir, qu'il publie les accords. Pour ne pas que ça soit caché comme pour la France et qu'on découvre plus tard. Le même peuple qui est sorti dit on ne veut pas la France, le même peuple va sortir dit qu'on ne veut plus la Russie. Donc pour éviter les effets secondaires d'une coopération biaisée, ce sera bon qu'on étale ça sur la place publique. Voilà. Donc, mais quand tout sera bien ficelé, donc en faisant les accords dès à présent, d'ores et déjà, il doit tenir compte de ce côté, savoir que le peuple est très exigeant et que le peuple ne veut pas se laisser un autre colon pour aller se mettre dans le joug d'un autre colon. Mais le peuple veut son indépendance totale. Donc, quelqu'un qui peut nous aider à prendre l'indépendance, nous, on est prêts. Mais on n'est pas prêt à changer de maître colon. Il faut que ça soit clair. Et que les accords soient publiés. Voilà, les accords soient publiés. Pour le moment, accord de défense, on va en finir avec. Et puis, voilà, on veut voir tout. On veut que ça soit mis à la place publique pour que le peuple soit informé. Si c'est d'accord, ça passe à l'Assemblée pour que l'Assemblée valide. Il ne faut plus que Ibrahim va aller signer des accords qui l'arrangent, lui et son gouvernement uniquement. Et après, lui, son gouvernement, et ça sera un problème après pour le peuple. Nous, on ne veut pas ça. Comme tel que Zida et Blaise l'avaient fait, et puis Zida est venu en janvier 2015, il a renouvelé ça à notre insu. Aujourd'hui, on se retrouve dans les pétrins. On ne veut plus ce genre d'accords. Nous voulons des accords clairs. Voilà. Pour le moment, quand l'histoire de sécurité va se calmer là, le reste des coopérations économiques, commerciales et autres là, il faut mettre ça sur la place publique. On ne veut plus une coopération de domination. Donc, il faut que le gouvernement tienne compte de notre modèle maintenant pour ne pas vendre le pays. C'est-à-dire prendre dans la main d'un autre colon, aller donner à un autre colon. Nous n'accepterons pas cela. C'est la même manière que nous sommes en train de dire à la France et ses alliés, Union européenne et l'OTAN des partis, nous voulons que la Russie vienne, mais en tant que partenaire, est-ce que ça soit respectable? Gagnant-gagnant, égal. Mais une coopération de domination et d'asservissement, nous n'accepterons pas. Il faut que ça soit clair. Ça, c'est la position du peuple burkinabé. C'est pourquoi nous avons dit on ne veut pas les troupes russes au sol ici. Nous avons juste besoin de matériel. Si c'est les hommes, nous avons des hommes. Moi-même qui est là, je suis plus courageux qu'un soldat de Wagner. Le peuple burkinabé est très courageux. Donc nous avons juste besoin de matériel, avoir les vecteurs aériens, avoir des radars, avoir des drones pour maîtriser notre ciel et notre vecteur aérien. Ça suffit. Si c'est au sol là, on a des hommes. On a des hommes capables
plus que capables. L'année passée, on a vu le VDP, là, Yoro à l'échelle, ce qu'il faisait. Et il y a plein de Yoro au Burkina comme ça ici, parce qu'ils ne sont pas médiatisés et d'autres n'en veulent même pas qu'on les médiatise. En Bamana, on dit Kefari. On a plein de Kefari ici. Donc, une fois que les matériels sont là, aujourd'hui, en moins de 3 mois, l'armée monte en puissance. C'est parce que l'armée ne communique pas trop. Donc, ce genre de coopération, nous en voulons. Mais tous les autres pays qui vont aller vers la Russie, il faut que ça soit clair. Coopération gagnant-gagnant respectable. Ne partez pas signer des accords flou-flou. Il faut mettre ça sur la place publique. Et voilà que le Premier ministre a bien communiqué ce qui se passe entre la Russie et le Burkina. Et déjà, c'est déjà bon. Voilà, donc nous pensons continuer comme ça. Mais quand la situation sécuritaire sera maîtrisée, ils n'ont qu'à mettre les coopérations là sur la place publique, on va voir. C'est bon, on va dire bon, là, bon, maintenant qu'on est en paix, ici c'est bon, on prend. Ici c'est pas bon, on laisse tomber. Ici c'est bon, on prend. Ici c'est pas bon, on laisse tomber. Il faut que ça soit clair dès maintenant pour ne pas que ça soit effet de boomerang plus tard pour les gouverneurs qui vont venir après. Parce que nous, on est regardant là-dessus. Le peuple regarde sa chose et on ne va plus se laisser faire. C'est clair. Notre victoire. Les politiciens ont volé notre victoire en 2014, en 2015, en janvier 2022. C'est la 3e fois, c'est fini. Cette fois-ci-là, le peuple surveille de près. Merci beaucoup. Donc, merci à vous, Nestor. Issa Diawara, je vous donne la parole. Il y a peu, on a suivi davantage ce même Premier ministre mettre la France devant ses responsabilités. Je crois que c'était devant un média hexagonal que nous n'allons pas évoquer ici. Disait d'ailleurs à cette époque, je cite, nous attendons de la part de la France qu'elle nous livre des armes. Jusqu'aujourd'hui, ces armes ne sont pas arrivées. Le Burkina Faso est donc obligé de se tourner vers un autre partenaire. Est-ce une démarche claire et précise de la part du gouvernement du Burkina Faso de pouvoir mettre devant les responsabilités tous ceux qui prétendent être de véritables partenaires stratégiques et géostratégiques de ce pays-là? Pour répondre à votre question, vous savez, il y a un proverbe bambara qui dit Binyakalanina Sendrelendo Binyaga côté. C'est-à-dire celui qui est en train de chercher l'aiguille, et si lui-même il a les pieds sur l'aiguille, comment voulez-vous qu'on puisse voir l'aiguille? On ne peut pas retrouver l'aiguille. En demandant à la France de livrer des armes, je pense que c'est une erreur. Peut-être c'est une façon de coincer la France, de mettre la France dos au mur. Sinon, le Premier ministre du Burkina sait bien sûr que les renseignements du Burkina savent bien sûr qui est derrière les terroristes. Mais là, demander à la France des armes pour combattre les mêmes terroristes, c'est pousser à un soulèvement des terroristes contre les intérêts français de la sous-région. Ils vont aller saboter les autres intérêts de la France au-delà des frontières du Burkina Faso. Donc la France ne va pas s'hasarder à jouer à cela. Maintenant, du côté de la France, il faut s'attendre à rien. Et moi, je ne suis pas d'avis qu'on ait demandé en Afrique, à la France, de prendre ses responsabilités. C'est le même discours que l'ONU avait dit à la France lors de la crise ivoirienne. On avait dit à la France de prendre ses responsabilités en Côte d'Ivoire. Et la France est allée débarquer le président Laurent Gbagbo du palais. La France n'a pas de responsabilité chez nous. Nous ne sommes pas dans un empire français. Ça, c'est fini il y a longtemps. Il faut carrément enterrer toute relation avec la France. Les responsabilités, s'il y a des gens qui doivent prendre les responsabilités, il s'agit des peuples d'Afrique qui sont chez eux. Nous sommes chez nous, la France n'est pas chez eux. Et ensuite, maintenant, là où je dois peut-être, toujours dans l'optique de la réponse à votre question, mon frère Nestor, mes voyants camarades Nestor, il faut beaucoup faire attention. Les France-Africains ont circulé beaucoup un message. C'est quoi? Ils ont fait croire aux gens, même au Mali, ils l'ont fait, au Burkina, ils l'ont fait, ils vont le faire au niveau d'autres pays. Ils disent non, pourquoi vous voulez recevoir le risque? Vous voulez changer de maître, de colonisateur? Nous, leaders panafricains, ne tombons pas dans cette erreur de communication. La Russie n'a pas un passé colonial en Afrique. La Russie a beaucoup de partenaires en Afrique, mieux que le Mali et le Burkina. Notamment, vous avez l'Algérie, vous avez même l'Égypte, qui est partenaire des Russes, mais qui souvent collabore beaucoup avec un partenaire privilégié des Américains, mais qui collabore aussi souvent avec les Russes, même les Sud-Africains. Ils ont beaucoup de partenaires privilégiés, il y a les Zimbabwe. Mais en réalité, vous n'allez voir nulle part où les Russes, il n'y a pas d'antécédent. Donc il n'y a pas de raison que cela commence au niveau du Mali ou du Burkina. Donc nous n'allons pas les aider à relayer cette communication. Et ensuite, ce qu'il est à préciser, la présence, oui c'est vrai, ici nous avons ce que tu appelles bien sûr les Tchefari.
nous avons les hommes forts. Mais faites beaucoup attention. Le terrorisme a été élaboré au-delà de nos pays. Nos renseignements sont un peu en retard sur le terrorisme. Sinon, on n'allait pas recevoir ça en plein le visage. Les risques, aujourd'hui, ont atteint un certain degré de puissance. Rien que la présence des militaires, en tout cas des ressortissants russes, sur le territoire burkinabé ou sur le territoire malien, armes à la main, cela est une dissuasion contre toute présence des mercenaires de la France. Si vous voyez que les mercenaires, la France parle d'elle-même, c'est parce qu'elle a peur de se frotter, en tout cas, aux instructeurs russes sur le terrain de combat. Donc c'est un avantage, c'est une meilleure. Les Français ne font pas le poids. Vouloir, ils savent qu'en réalité, nous ne sommes plus seuls et que dorénavant, il y a d'autres peuples du monde qui sont en train de se battre avec nous, ce n'est pas une faiblesse. Nulle part au monde, vous allez trouver un pays qui va se libérer seul avec ses propres ressortissants. Tous les pays ont besoin de se faire aider à un moment ou à un autre. Et l'Algérie, Gamal le sait, il y a beaucoup de pays qui ont participé à la libération de l'Algérie. Ils étaient en première ligne, mais bien sûr, il y a beaucoup qui ont participé. Et même la France, dont il est question aujourd'hui, pour que la France soit une puissance à nouveau. Mais ce sont des Noirs qui se sont battus. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Camerounais, il y avait des Maliens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Algériens, des Marocains. C'est tout le monde qui s'est battu pour dissuader les Allemands. Quand vous avez affaire à un ennemi qui apparaît, qui disparaît, il ne faut exclure la présence d'aucun autre militaire. Vouloir le faire, malheureusement, c'est tomber dans la communication de la France sans le savoir. Et autre chose, vous avez publié les accords, je suis d'accord avec toi, mais entre les États, tous les accords ne sont pas publiés. De toi à moi, on discute souvent, il y a des choses que nous n'allons jamais dire sur les médias. Donc on ne va jamais demander à un État de publier tous ces accords. C'est rendre service facilement au service secret français, au service des renseignements de la France. Donc ils ne vont pas jouer à cela. Je pense que les autorités du Burkina feront attention. Ils vont cacher tout ce qu'elles ont aujourd'hui dans les terrains de la nation. Ne rien faciliter comme tâche, bien sûr, aux services secrets français qui sont présents chez vous au Burkina. Qui fait l'opération Sabre encore au Burkina? Tant que vous avez des militaires français là-bas, il y a une façon de se comporter. Et même quand ils vont quitter le Burkina, ils sont au Niger, ils sont au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc il y a une façon de se comporter. Autre chose, moi je pense, nous, au niveau de l'Afrique subsaharienne, ce qui est sûr, on ne mendie pas une coopération. Une coopération, elle se mérite. Je dis, quand le président du Burkina va participer, le seul fait d'accepter cette invitation, vous allez voir les retombées. Et quand il va participer au sommet, vous allez encore voir les retombées. Parce que beaucoup de présidents fainéants alliés à la France ont peur de participer à ce sommet. Ils vont envoyer leur premier ministre. Vous voyez les chefs d'État qui seront encouragés à aller participer à ce sommet, parce que beaucoup aussi iront pour espionner le sommet. C'est-à-dire beaucoup de chefs d'État africains iront à ce sommet en tant que des relais des services secrets français pour aller essayer de voir qui était en train de s'entretenir avec le président Poutine, combien de temps a duré la conversation, qui était avec le ministre de la Défense et de la Russie. Beaucoup de chefs d'État africains, quand vous les voyez dans des sommets, ils partent pour rendre des comptes. Ce sont des espions des services secrets. Ce n'est pas gratuit qu'ils sont devenus des chefs d'État. Et ils savent aujourd'hui que nous sommes en train d'étaler encore l'un de leurs points faibles. Donc aujourd'hui, moi je parle du gouvernement du Burkina. Honnêtement, si on évalue, c'est un gouvernement qui est sur de bons rails. Il faut vraiment accompagner ce gouvernement en matière de communication. Et je pense que dans une année, dans 2 ans ou dans 3 ans, nous aurons les retombées. Généralement, nous en Afrique, nous sommes un peu pressés aussi. Et je m'inclus dans le lot. Nous sommes un peu pressés. Les choses, l'homme est pressé, le temps est long, mais chaque chose a son temps, comme l'a dit les griots de Mamadou Kouyaté dans Sundiata ou les Popé Mandeng, de Djibril Tamsir Niasse. Chaque chose a son temps. Et les Européens, pour détruire un pays, et les Occidentaux, ils peuvent planifier cela 20 ans en avance. Les plans peuvent se relayer, mais le plan va demeurer. Et il serait erré que nous, nos chefs d'État, élaborent des plans stratégiques pour nos pays, des plans de 50 ans, des visions. Qu'est-ce que nous voulons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? C'est comme ça qu'on construit une nation. Tant que moi, je vais tout obtenir, que cela soit avec moi, que cela soit réalisé avec moi, et après moi, que tous ceux qui viennent
qu'on puisse me regretter, qu'on dise que les autres sont des fainéants. Je pense qu'il faut sortir aussi dans cet ordre d'idée. Je pense que les choses vont bien et je suis convaincu que dorénavant, les chefs d'État africains auront un plan stratégique pour des générations à venir, bien sûr pour libérer nos États. Je vous remercie. Je vous donne la parole sur cette démarche burkinabé. On a suivi avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure Issa Diawara sur cette communication montée, menée il y a peu par le Premier ministre KLM de Tambela. Seulement, il y a donc, parlant de communication, un narratif qui est de plus en plus naissant, et même peut-être pas naissant, mais grandissant, et qui prend des proportions assez particulières aujourd'hui, qui veut faire croire à l'opinion africaine, eh bien que des instructeurs, du moins que la Fédération de Russie, viendraient finalement faire, passez-moi le mot, l'expression, son gagne-pain sur le continent africain dans ses relations avec le Burkina Faso. Un narratif connu plusieurs fois lorsqu'il s'agit de la République centrafricaine, lorsqu'il s'agit du Mali, lorsqu'il s'agit aujourd'hui du Burkina Faso. On a d'ailleurs suivi le président ghanéen qui est revenu là-dessus. Les Russes se servent des mines du Burkina Faso en échange de leur service de sécurité, une sortie malencontreuse, d'ailleurs pour laquelle tout le Parlement ghanéen lui demande, parlant du président Nana Akufo-Addo, de présenter des excuses au président de la transition du Burkina Faso aujourd'hui. Mais revenons sur ce narratif qui est quand même vu et perçu par les uns et les autres comme étant un véritable chantage de la part des officines impérialistes pour tenter un tant soit peu de tordre véritablement cette dynamique qui est mise en place du côté du Burkina Faso. Est-ce que cela prospérera à votre niveau, Gamala Bina? Oui, c'est des discours qui sont assez ridicules en vérité, parce qu'il faut être un peu sérieux. Quand les Français vont en Afrique intervenir, ils le font pour des questions économiques, financières, géopolitiques, mais ils le font en étant payés. Il n'y a pas de rien n'est gratuit. Vous imaginez bien un État comme la France, qui est en plus surendetté, ne va pas tranquillement envoyer ses soldats et perdre des cartouches ou de l'essence ou des missiles à destination de ce qu'ils appellent des terroristes, en substance des groupes organisés, gratuitement, ça n'existe pas. Ils reprochent aux Russes ce que les Russes font bien, ce qu'ils ne se reprochent pas eux-mêmes qu'ils ont fait mal. Pendant 8 ans, ils ont été inutiles avec l'opération Berkane Bakuba et toute la collection là, l'opération Serval lancée par la gauche, d'ailleurs, c'est souvent la gauche qui est à la manœuvre. Hein. C'était François Hollande, il faut se rappeler. Donc pendant 8 ans, ils ont été ridicules et maintenant ils reprochent aux Russes d'envoyer des coopérants militaires. Donc les coopérants, ce sont des gens qui sont là pour former des instructeurs, et non pas des groupes soi-disant comme Wagner qu'on a inventé toutes pièces, mais bien des coopérants militaires nationaux russes dirigés par l'État russe et qui donnent quelques éléments de formation pour que les militaires qui savent déjà se battre, pas la question, soient en mesure d'utiliser des armes qu'ils ne connaissent pas forcément bien. Donc c'est les coopérants militaires qui leur donnent à la fois une instruction militaire des armements russes, ensuite qui leur donnent du renseignement, parce que le renseignement est primordial dans une opération militaire. Donc le renseignement, c'est quoi? C'est des satellites, c'est voir ce qui se passe du ciel pour savoir où sont les groupes organisés dans lesquels sur lesquels ils veulent intervenir. Et en même temps, on leur reproche quoi? On reproche que les Russes soient payés pour ces services. Ben, c'est normal, c'est une minimum syndical. Qu'on paye pour un service bien rendu et qu'à la fin, l'armée malienne ou l'armée burkinabé, si ça arrive, soit en mesure non seulement de garantir la sécurité de sa population, car c'est essentiel, mais surtout d'avoir des résultats probants, au nom de quoi on va critiquer les Russes. Les Américains ils avaient fait une armée privée qui s'appelait Blackwater, qui a été faire la guerre en Irak, massacrer les Irakiens pour une guerre coloniale. Là, bizarrement, on critiquait pas. Pourtant, c'était payé, c'est un groupe privé, c'est l'État qui payait, ça posait pas de problème. Et là, on reproche aux Russes, l'État russe, d'intervenir sur la demande de chefs d'État africains pour en finir avec des groupes terroristes qui, de l'aveu de tous, soi-disant, seraient des groupes dangereux. Alors, quand c'est les Russes qui font le nettoyage, ils sont moins dangereux, mais quand c'est les Français qui le font, ils sont plus dangereux. Bon, on a bien compris que c'est une communication, la communication est classique. Quand on perd un marché, eh bien, on critique l'adversaire. Ça rappelle un peu la défaite de la France, et je m'en réjouis, en Coupe du Monde. Lorsqu'ils perdent, ils parlent d'un arbitrage où ils ont triché. Par contre, quand l'arbitrage leur est favorable, bizarrement, là, ils en parlent pas. Ils parlent plus de triche. Ben là, c'est pareil par rapport à des marchés sur la Russie. La Russie fait son travail, le fait bien. C'était une demande de l'État. Ils sont pas venus en vérité, contrairement à l'Irak et Blackwater. Et on leur reproche d'avoir des résultats. Eh bien, moi, je suis désolé, mais si les Russes se tiennent droit et obtiennent les résultats demandés par le chef d'État, ils ont absolument aucune raison d'être critiqués. Alors, est-ce que le coût de l'opération est plus cher? Même pas. Ils sont moins chers, les Russes. Est-ce que les armes sont meilleures? Oui, elles sont meilleures, les armes russes. Est-ce que la coopération militaire se fait de façon intelligente et non pas méprisante ou néocoloniale? Elle n'est pas néocoloniale. On a bien vu que les FAMA, pour prendre les forces armées maliennes, ont été formées rapidement. On a vu immédiatement le changement de stratégie et de tactique et la détermination des soldats qui savent enfin qu'on les prenne pas pour les imbéciles. Parce que la problématique des Français, c'est qu'ils sont entre eux,
dans la petite caserne, ils ne forment personne, ils confisquent les meilleures armes et ne donnent pas de renseignements. Voilà la différence. Donc non, ce discours-là est un discours de perdant qui a perdu un marché, et on parle bien d'un marché économique dont les Français bénéficiaient. Il est dévolu aux Russes et c'est normal, sauf que les Russes sont moins chers et ont des résultats meilleurs. Ensuite, concernant les armes produites par les Russes, ils proposent quand même, je veux dire, les forces armées africaines en général, au sens large, je mets le Nigeria de côté parce qu'ils sont très riches, elles sont marginales. On se souvient par exemple du bombardement de l'aviation ivoirienne par les forces armées françaises. Ils ont dit on a détruit l'aviation ivoirienne, il y avait 2 avions seuls. 2 avions pour un État moderne et un État qui avait de l'argent quand même. Donc ça en dit long sur la réalité. Il y a peu de formation, peu d'équipement, peu de renseignements. Tout cela, les Russes sont en train de le pallier. C'est très bien, tant mieux. Les Chinois peut-être pourront le faire plus tard. Mais c'est une démarche d'émancipation. Mais surtout le plus important, c'est qu'il y a un proverbe chinois qui dit mieux vaut apprendre à un homme à pêcher plutôt que lui donner du poisson. Parce que lorsqu'il sait pêcher, il n'a plus besoin de vous. Ben, c'est pareil, les Russes font ce travail-là. Les Français n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas que les Africains pêchent. Ils ne voulaient pas qu'ils sachent se débrouiller parce que le métier, c'est de les garder sous tutelle. Ensuite, il y a toujours ce rapport néocolonial assez méprisant qui constate à dire que ce sont de grands enfants. Je l'ai entendu. Je vous dis, je répète des propos détestables entendus. Eh bien, moi, je réponds simplement que ceux qui croient qu'on est de grands enfants ont tendance à oublier que ce sont des barbares et que le barbare n'a pas beaucoup de cervelle. Il n'est pas très intelligent, pas très malin, pas très stratège et sa culture est pas très ancienne. Donc, le côté grand enfant qui se les garde pour eux, ils ont été grands enfants. Ils se sont fait la guerre, 80 millions de morts en 20 ans de différence, 39, 45, 14, 18. Bon, je prends pas de leçon de ces gens-là. Mais il est certain qu'aujourd'hui, le reproche fait aux Russes est un reproche lié à l'argent. Donc en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on reproche aux Russes, c'est de gagner de l'argent, avec ce que faisaient les Français aussi, en gagnant de l'argent. Conséquence de quoi? C'est pas la question financière qui pose problème, c'est le fait d'avoir perdu un marché au profit d'une autre puissance qui a des résultats et de loin meilleurs. Donc j'ai envie de dire simplement que, en conclusion de mon propos, que c'est les critiques de bonne loi, c'est de bonne guerre, c'est mignon de leur part de prétendre que les Russes seraient plus méchants parce qu'ils prennent de l'argent. Personne ne fait rien pour rien. Tout le monde est payé pour agir, certainement pas quand il y a en plus des morts sur le terrain, parce qu'il y a des soldats forcément qui meurent. On le fait pas pour la gloire, ça n'existe pas. Par contre, s'il y a des résultats et que les résultats garantissent la sécurité du peuple, de la population, à ce moment-là, on ne les critique plus. En substance, les Français ont laissé 30 000 morts sur le tapis au niveau des civils. Les Russes ont, en 6 mois, réglé le problème. Mais je comprends que le Burkina commence à réfléchir et que d'autres pays de la région vont commencer à réfléchir à une collaboration sécuritaire beaucoup plus sérieuse de la part des Russes et beaucoup moins néocolonialiste. Juste pour conclure mon propos, je vais devoir vous quitter malheureusement parce que j'ai des obligations familiales. Donc merci encore pour l'invitation. Bonsoir à Nestor, bonsoir à Issa Diawara. C'est un plaisir de partager l'émission avec vous et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Merci à vous, Gamal Abina. À très bientôt, bien de choses à vous, très chers messieurs. Alors, Nestor, je vous retrouve bien à la suite de Gamal Abina tout à l'heure, puisqu'on était en train d'évoquer ce narratif qui voudrait faire croire aujourd'hui aux uns et aux autres que eh bien, la Russie serait beaucoup plus dans une démarche non pas de philanthropie, même s'il n'y a pas de philanthropie, de philanthropie finalement entre les États, c'est une question d'intérêt, certes, mais Gamal l'a si bien expliqué, l'accord, l'accompagnement, la présence russe aujourd'hui sur le continent africain est visiblement bien plus meilleure, du moins en termes de résultats quant aux attentes des populations, mais surtout des États sur la question sécuritaire. Elle est beaucoup plus fiable que celle qu'entretient depuis plusieurs années, plusieurs décennies le continent africain avec la France en termes d'accompagnement militaire, mais surtout de combat antiterroriste sur le terrain. Est-ce pour vous davantage, comme l'a appelé Gamal Abina, un discours de perdant que tient aujourd'hui finalement la France au sujet du rapprochement entre votre pays et la Fédération de Russie? Aujourd'hui, de manière souveraine, c'est le peuple qui a demandé la collaboration avec la Russie. Mais la France, nous ne l'avons pas invitée. La France est venue nous occuper par force. Rappelez-vous de l'histoire de la colonisation. Rappelez-vous de l'histoire du travail forcé. Rappelez-vous de l'histoire de la traite négrière. Rappelez-vous d'une fausse indépendance. Rappelez-vous des sommets de Berlin, où ils ont fait réunion pour partager l'Afrique. Rappelez-vous de la néocolonisation. Alors le franc CFA même prouve que nous ne sommes pas indépendants. La France nous suce le sang. C'est pourquoi nous avons dit nous en avons marre. Comme tu suces le sang, tu es collé comme du sang-chi. Et en Côte d'Ivoire, on dit Akwamissou. Tu es collé comme Akwamissou. Retire-toi
C'est nous sommes allés demander à la Russie, viens, on va travailler ensemble. C'est comme moi, je me suis marié à Hélène. À un moment donné, entre Hélène et moi, c'est mon droit de dire à Hélène, bon, je te laisse, je vais aller avec Juliette. Et c'est ça là, c'est un crime. C'est pas un crime. C'est le même droit qui dit qu'on peut divorcer. C'est le même droit qui nous donne l'autorisation d'aller se marier devant le maire. Donc, moi, je ne vois pas en quoi, en quoi cela est mauvais. Donc, vraiment, je pense que nous devons vraiment accepter cela, que la collaboration avec la Russie et la France, parce que la Russie a fait les premiers pas, on en a vu, avec Kadhafi en son temps, où ils ont aidé Kadhafi à lancer la satellite, le satellite africain. Et c'est grâce à cette satellite que nous communiquons moins cher aujourd'hui en Afrique. Sans ça, je ne pense pas qu'on allait pouvoir communiquer moins cher. La Russie est venue au Burkina Faso avec les armements. Eux-mêmes ne sont pas encore là. Les militaires russes ne sont pas encore sur le territoire. C'est juste du matériel pour nos militaires. Mais je vous assure, actuellement, le territoire est en train d'être libéré. Chaque jour, c'est la victoire de nos soldats. Tu n'entends plus que 10 militaires sont morts ici, 5 militaires sont morts ici, 20 militaires sont morts ici. Tu n'entends pas. En moins de 3 mois. Donc, ça veut dire que la Russie semble être sincère. Pendant que la France a des bases militaires ici, la France a des matériels militaires ici. Vous vous rappelez du convoi que nous avons bloqué l'année passée? Un long convoi de plus de 5 km. Si les images sont là, les techniciens peuvent balancer, les gens vont voir que nous avons bloqué Bobo, Ouaga, Kaya. Mais ce n'est pas possible. Comment un tel matos est là? Si nous-mêmes, notre année avec ça seulement, ça suffit pour libérer le pays. Ça circule douce sur tout l'étendue du territoire. Ça est là, les bases militaires sont là. Il y avait combien de bases militaires au Mali? C'était plein. Il y en avait à Gao, il y en avait à Tombouctou, il y en avait à Kidal, il y en avait à Tessali. Il y en avait dans beaucoup de coins, presque de 5 bases militaires au Mali. Au Burkina, il y en a. Au Niger, il y en a. En Côte d'Ivoire, il y en a. Au Sénégal, il y en a. Et au Tchad, il y en a. Au Gabon, il y en a. En Centrafrique, il y en a. À Djibouti, il y en a. Malgré tout ça, le terrorisme est là. Alors, de quoi nous parlons? Nous pensons que la France est elle-même le parrain des terroristes. Et les preuves sont là que la France est le parrain des terroristes. Voilà pourquoi nous avons dit que nous n'étions pas en collaboration avec la France. Nous avons un État prédateur qui était là, qui nous dominait, qui était collé comme un sanction qui suce le sang quand il colle sur toi. Donc nous pensons qu'il est temps que la France se bagage, les clics et les claques et quitte le Burkina Faso et l'Afrique en général. Et nous allons collaborer avec qui nous voulons. C'est pour ça que Ibrahim Traoré a dit le 10 décembre à l'annonce de la fête d'indépendance que le Burkina n'est pas encore indépendant. Et que le combat qu'ils ont engagé le 30 septembre 2022, c'est pour toujours. Et notre combat prendra fin le jour que le Burkina sera libéré totalement. Parce que nous avons actuellement les mains liées. Quand nous serons libérés, on va parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous avons des terres cultivables, mais nous n'avons pas de technologies pour être bien exploitées. Donc nous allons reprendre notre territoire, bien exploité, bien sécurisé. Tout le monde va manger à sa faim. Ça va devenir comme l'ex-Libye, où chaque citoyen, quand tu te maries à la mairie, le maire te remet la clé d'un appartement. C'est pour toi et ta destinée. Il faut que ça parvienne à cela. L'hôpital devient gratuit. Beaucoup de choses, beaucoup de bases sociaux services sociaux deviennent gratuitement. En ce moment, nous sommes indépendants. Avoir notre propre monnaie, quitter le franc CFA. Les bases militaires françaises doivent tous quitter l'Afrique. En ce moment, nous sommes indépendants. Donc, nos grands-parents ont commencé le combat, tel que les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Ignobé, les Patrice Lumumba. Ils ont commencé. Nous, on va l'achever. C'est un combat d'indépendance parce qu'on n'est pas encore indépendant. Voilà comment nous voyons les choses. Et nous pensons qu'en s'alliant avec la Russie est une puissance qui peut nous aider à nous débarrasser des blocs de l'OTAN qui pensent que le monde doit fonctionner selon leur bon vouloir et non selon le bon vouloir des Africains. La Russie ne nous impose pas sa volonté. La Russie nous apporte ce qu'il doit nous apporter et nous développons notre stratégie selon ce que nous voulons. Voilà un peu comment je peux expliquer cela. Donc, il ne faut pas que les gens vont croire que non, parce qu'on est fatigué avec la France, on veut aller vers la Russie. Non, ce n'est pas ça. La France est un prédateur, ce n'est pas un partenaire. La France nous traite comme des sous-hommes. La France est allée dire au notre ministre de la Sécurité, de l'administration territoriale de la Sécurité, que
Ils sont contre l'implantation des VDP, volontaires pour la défense de la patrie. C'est là le ministre a dit, mais curieusement, votre volonté et celle des terroristes semblent aller ensemble. Il y a une coïncidence. Alors, qui est le parrain des terroristes? C'est eux. Donc, naturellement, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui se dit un ami, alors que c'est lui votre ennemi. Et quand tu découvres ton ennemi, tu ne collaboreras plus avec lui. Il faut le mettre dehors. Voilà pourquoi la France et son bloc de l'OTAN doivent quitter chez nous ici. Il y a une base américaine au Burkina ici. Les bases à Africom, à 34 km de Ouaga sur la route de Fada. Ils ont l'ex-base des Français ici, à Cambouensé. Il y a l'opération Africom, il y a Akontam et il y a EMI qui forment nos militaires et nos étudiants américains d'origine burkinabé. Pourquoi malgré tout ça, on ne s'en sort pas? Donc il est temps que nous disons qu'il n'y a pas de précaré, que le bloc de l'OTAN sache qu'ils n'ont aucune histoire de précaré en Afrique ici, et que le Burkina ne sera jamais le précaré de qui que ce soit. Le Burkina sera pour le Burkinabé. Je suis habillé ce soir en façon d'Anfani. On a été visiblement interrompu avec notre ami Nestor Podacier. Je vous retrouve donc, très cher ami général Issa Diawara, pour tenter de comprendre pourquoi est-ce que le cartel international rassemblé réuni autour de la France est visiblement aux abois face à ce rapprochement entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Vous savez d'abord ce qu'il faut noter, il n'y a plus un cartel international. Il y a trois cartels internationaux dorénavant. La France a son clan, les Briches ont leur clan et d'autres puissances aussi ont aussi fédéré leur clan. Autrefois, l'Occident, en intimidant tout le monde, faisait parler d'une communauté internationale. Moi, en tout cas, je n'ai pas conscience. Je ne sais pas, vous, là-bas, messieurs les journalistes, si une fois vous avez voté pour élire une soi-disant communauté internationale, puisqu'ils se disent être les propriétaires de la démocratie, les maîtres de la démocratie. Or, nous savons que les premiers a eu lieu dans les années 1200, bien avant la découverte des États-Unis. Et on appelle ça Bamaraka Kalata, choisir le bâton. Mais vous savez, ces gens-là, ils s'approprient du tout, quoi, en fait. Communauté internationale, ce sont elles la communauté internationale. Soit ils sont d'accord avec toi, là on dit la communauté internationale est d'accord. S'ils ne sont pas d'accord avec toi, la communauté internationale est posée. C'est qui la communauté internationale? Moi, je n'ai pas connaissance que même dans les livres révélés, le Coran, la Bible, la Torah, qu'il écrit quelque part que voici les membres de la communauté internationale. Ça n'existe pas. Qui se fait appeler communauté internationale? Maintenant, s'ils font bloc autour de cette question du Burkina, pour répondre à votre question, oui, mais c'est des sorciers. Vous n'êtes pas sorciers. Pourquoi vous voulez empêcher les sorciers de se réunir et pour essayer de vous manger? Mais c'est à vous d'être suffisamment à avoir de quoi vous protéger pour casser les dents aux sorciers. Ça, c'est simple. Mais vouloir interdire aux sorciers de rompre avec ces vieilles habitudes, alors, cela va dépendre du répondant en face. Est-ce que vous êtes suffisamment fort? Même après le Burkina, ils vont continuer leur cartel, ils vont toujours se mettre ensemble pour essayer de manger des nations entières. C'est comme ça qu'ils ont mangé la Libye. C'est comme ça qu'ils ont mangé la Côte d'Ivoire. Et là-bas, ils vont te faire remplacer par un apprenti sorcier. C'est comme ça que vous avez les Ouattara, les Bazoum et autres. Donc, c'est comme ça qu'ils ont mangé le Lumumba. Le Congo est parti comme ça avec aujourd'hui, les chiffres, on ne les dit pas. Le nombre de morts, on ne peut pas compter. Ils ont agenouillé des pays entiers comme ça. C'est comme ça qu'ils ont fait assassiner les Thomas, les Modibo. Ce sont des sorciers, ils vivent de ça, ce sont des vampires. Maintenant, vouloir interdire aux vampires, ça serait dommage. Nous, Africains, peut-être, n'avons pas encore compris. Si nous devons attendre notre libération de celui qui se nourrit de nous, c'est ce qui est très grave. Moi, je ne pense pas qu'il viendra un jour où le vampire va dire que j'en ai assez du sang humain et je me suffis comme ça. Non. C'est à l'humain de dissuader les vampires de manger. C'est à l'humain de détruire les vampires. Et je ne pense pas qu'un beau jour, la France fera un discours à la télé pour dire, OK, Africains, j'accepte de vous décoloniser. Dorénavant, vous n'allez plus consommer le CFA. Dorénavant, vous n'aurez plus mes bases militaires. Dorénavant, je ne vais pas vos dossiers au niveau du Conseil de l'ONU. Dorénavant, je ne vais plus vous imposer mon mode de vie, non.
la France ne le fera jamais. Mais nous devons empêcher la France de le faire. Et aujourd'hui, je pense que les autorités du Burkina et du Mali sont sur la bonne voie. Et c'est très normal. Et certains vont les aider, comme d'autres vont continuer à les combattre. Et même compris les Noirs. N'oubliez pas un détail important lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand la France a été totalement occupée par les Allemands, puisque c'était la mauvaise, en tout cas c'est une histoire falsifiée qu'on enseigne. Je vous donne la vraie version. Quand l'Allemagne a été occupée, quand la France a été occupée totalement par l'Allemagne, même on parle des batailles des Ardennes ou autres là, des Africains en tête, pourquoi on ne dit pas que 400 Malgaches ont tenu là où tous les Français avaient pris? Pourquoi on ne dit pas? Pourquoi on ne dit pas que les chars allemands ont marché sur des Noirs et pour venger en tout cas la défaite infligée aux Allemands lors de la Première Guerre mondiale? Pourquoi on ne dit pas? Est-ce que vous savez que des Africains se sont battus? C'est-à-dire quoi? Il y a des Africains qui se battaient pour soutenir la France alliée au maréchal Pétain qui avait signé des accords avec, bien sûr, les nazis, Hitler, et il y avait une autre France qui était derrière en tout cas, ces barbares de De Gaulle, et les deux de se battre. Et dans ça, c'est une troupe africaine qui était manipulée. Ça, il faut le dire. Que la France, que les Français blancs, les souches, comme Zemmour aime à le dire, n'ont commencé à se battre qu'en 1944. Et que la première victoire de ce qu'on appelle l'armée de la France libre de général de Gaulle, ça a eu lieu par les troupes tchadiennes, notamment au niveau de la Libye. Des soucis de... Les Tchadiens, la deuxième victoire, on n'a pas dit que malgré ce... Excusez-moi, des soucis de liaison avec nos invités via Zoom. Est-ce que nous avons encore le signal avec le général Issa Diawara? Allô? Oui. C'est bon? Allez-y, cette fois-là, nous vous écoutons. Allez-y. Voilà, je termine rapidement. Les Américains et les Anglais voyaient De Gaulle comme un escroc, parce que son pays avait déjà signé un accord, et que pour que De Gaulle se fasse accepter, il a failli. Et l'armée française était out derrière Maréchal Pétain. Ce sont les Noirs qui se sont battus pour ramener De Gaulle au devant de la scène. Les Français n'étaient pas présents. Et les premières victoires contre les troupes allemandes, italiennes, c'est en Afrique. Plus de 250 000 militaires allemands faits prisonniers et des militaires d'élite. Ce sont les Africains qui les ont emprisonnés. Les Africains noirs, bien sûr, face aller au Maghrébin. C'est comme ça. Et c'est après qu'il y a eu un débarquement de 100 000 seulement anglais et l'autre là, américain. Ce sont les Noirs qui ont libéré la France. Ce qu'on appelle les résistants là ne sont entrés en guerre qu'en fin 1943, 1944. Pendant tout ce temps, libérer l'Italie et autres là, ce sont les Africains qui étaient devant. Et qu'à la dernière minute, ils ont changé les troupes africaines par des troupes occidentales qu'ils ont fait appeler les résistants. Quels sont les résistants qui ont ramené De Gaulle au devant de la scène? Non! Les résistants là n'ont jamais existé jusqu'en 1943-44. Et pendant tout ce temps, ce sont les Noirs qui ont lancé la contre-offensive. Donc, nous avons longtemps porté ce pays qui est très ingrat et qui ne nous remercie que par l'ingratitude. Et nous n'avons pas porté ce pays parce que nous l'aimons. À contre-cœur. Parce que nous avons été longtemps manipulés. Et même dans la manipulation, la France est encore ingrate. Et aujourd'hui, moi, je suis surpris de voir encore certains pays africains appeler la France des partenaires. Je suis surpris de voir certains Noirs dire que oui, il faut comparer les partenaires de la France avec les partenaires de la Russie. Est-ce qu'ils savent que tout le fer là a été construit uniquement à partir des fers volés aux Africains? Est-ce qu'ils savent que la France, les infrastructures de la France et de beaucoup de pays européens, c'est parce que les Noirs ont été vendus esclaves, sinon les pays africains allaient être plus développés que l'Europe aujourd'hui. Ils ne savent pas que c'est des millions d'Africains, c'est cette recette qui a contribué à construire des villes comme Manchester, Londres, Liverpool et autres, Madrid, et des villes comme Paris, les Champs-Élysées, et qu'il y avait des présidents même américains qui étaient des esclavagistes, qui détenaient beaucoup d'esclaves chez eux. Beaucoup de présidents occidentaux étaient des maîtres esclaves, ils ne savent pas. Et même, je suis surpris de les voir, les traités d'esclaves. Ils vont ok, c'est du passé,
que cet État est révolu. Ok, l'État est révolu. Est-ce que beaucoup savent que ce que Hitler a fait appliquer, c'est ce que la France est en train de faire appliquer aux pays africains. Cette histoire de c'est la même chose que Hitler avait fait appliquer à la France. Une monnaie nazie que la France devait louer et consommer pour maintenir la France sous dépendance. Est-ce que vous savez que les accords coloniaux, ce sont les mêmes accords de capitulation que Hitler a fait signer à la France? Beaucoup ne le savent pas. Et c'est la vraie histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce que Hitler a fait subir à la France, quand nous avons aidé la France à se faire libérer, la France a retourné ces mêmes accords contre nous et bien sûr continue à assassiner qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. La même chose que quand Hitler était en train d'assassiner les officiels français. Quand Hitler voulait, comme il voulait et où il voulait. Voici un peu, et je suis surpris encore qu'en 2022, beaucoup d'Africains ne comprennent pas et sont en train de voir la France comme partenaire. En fait, la France ne vit que parce que nous nous laissons voler. Et il est temps que nous disons, s'il faut le vol, il faut arrêter les voleurs. À défaut d'arrêter les voleurs, mais il ne faut pas quand même traiter les voleurs de ton ami. Ne traite pas les voleurs de ton partenaire. Puisque tu es faible, tu ne veux pas sortir de la cour de ta maison, et pour que le voleur peut-être te casse une mâchoire, tu ne veux pas t'entraîner à casser la mâchoire au voleur, alors tu peux faire semblant, tu laisses le voleur te voler, mais de grâce, il ne faut pas aller raconter à madame, en tout cas, que ce voleur-là, c'est un bon partenaire. C'est une faiblesse. Je vous remercie. Merci à vous, Général Issa Diarra. On a été coupé avec vous tout à l'heure, Nestor. On va vous permettre de conclure, si possible, en 2 minutes avant de sortir le programme, Nestor. Que doit-on en retenir de cette sortie du Premier ministre Apollinaire Kélim de Tambela? D'abord, cette sortie du Premier ministre, d'abord, ça rassure l'opinion africaine de façon générale par rapport au début, ses sorties, ses interviews avec Omega, avec d'autres médias à la télévision nationale. Et quand il a participé au sommet d'Accra, beaucoup ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, ça éclaire tout le monde. J'ai vu le doyen Funari en Italie qui a fait une sortie aujourd'hui pour apprécier le message. J'ai vu Keïta qui a apprécié le message. J'ai vu beaucoup de grands panafricanistes qui ont apprécié le discours du Premier ministre. Donc déjà, ça rassure le monde panafricaniste par rapport à la direction que le Burkina a pris. Et nous-mêmes qui sommes à l'interne aussi, ça nous rassure. Donc ça fait que l'impérialisme est déboussolé. Actuellement, ils cherchent à neutraliser la société civile panafricaine. Mais à l'intérieur ici, ils sont vaincus. Donc ce sont nos camarades hors du Burkina maintenant qu'on cherche à arrêter. Surtout ceux qui sont dans des pays comme l'Arabie Saoudite qui est l'allié de l'OTAN, ainsi que d'autres pays aussi. Donc nous demandons aux droits de l'homme qui disent qu'ils sont là pour la protection des droits de l'homme, les Européens qui veulent donner des leçons à nos militaires quand ils tuent les terroristes, de parler à leurs partenaires Arabie Saoudite de libérer notre camarade rapidement. Voilà, nous on ne veut pas de problème. Mais s'ils veulent qu'on mette l'Arabie Saoudite sur la même liste que la France, on va les faire ensemble tout de suite. Parce que si nous on arrête, tous les Africains arrêtent d'aller en Arabie Saoudite, leur économie va chuter. Parce que pèlerinage là, c'est commerce pour eux-mêmes. Parce que le nombre de visas qu'ils délivrent, le nombre de transports que les gens prennent pour aller l'avion, les hôtels qu'on occupe là-bas, c'est des business pour eux-mêmes l'Arabie Saoudite. Donc nos parents africains, si l'Arabie Saoudite ne libère pas notre camarade, il faut cesser d'aller là-bas en pèlerinage. Dieu est partout, Dieu est en Afrique. Économiquement, ils vont se chercher, ils vont nous respecter. Voici l'embargo qu'on peut imposer sur l'Arabie Saoudite et nous allons gagner le combat. On arrête d'aller en pèlerinage là-bas, nous allons adorer notre Dieu ici et vous allez voir qu'économiquement, ils vont chuter. Parce que toute leur économie est basée sur le tourisme, surtout les pèlerinages que nos Africains vont pour faire là-bas chaque année. Cette année, il y aura plus de 8000 et quelques pèlerins qui vont quitter le Burkina Faso pour aller. Le Mali, on n'en parle pas. La Guinée, tous les pays africains. Il y en a plein d'Africains qui vont en pèlerinage. Donc, boycotter l'Arabie Saoudite jusqu'à ce que notre camarade soit libéré. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Nestor Podacé, pour cette contribution, ces nombreuses contributions combien importantes pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs autour donc de ce fait d'actualité. Issa Diarra,
Merci d'être passé par ici, Kamal Abina, mondialement, continentalement. Merci très cher monsieur pour vos contributions ô combien importantes. Et nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit autour de ce fait d'actualité. Les débats peuvent donc continuer dans les chaumières. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition d'Appel sur le continent. Prenez soin de vous. L'information, la meilleure, c'est sur Afrique Média Télévision. Bonsoir.